Puisqu'on voit que le cas que vient de nous présenter le professeur Abir, c'est vraiment un patient de la vraie vie, hein, qu'elle a suivi plus de 20 ans et qui a développé ce qu'on appelle le continuum cardiovasculaire, hein, de la maladie artérielle jusqu'à l'insuffisance cardiaque. Et on va bien sûr voir que ce n'est pas toujours facile d'appliquer strictement les recommandations qu'on a à ces patients de la vraie vie. Alors, l'idée, avant de rediscuter le cas, c'était de vous finalement faire part un petit peu de ces recommandations que vous connaissez déjà en grande partie et qui ont été présentées au mois de mai dernier, et en vous donnant finalement les grandes nouveautés. Alors, pour aller directement au but, il y a, vous savez, jusqu'à présent, on parlait d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Hein. En général, on prend la fraction d'éjection inférieure à 40% parce que c'est avec ce niveau de fraction d'éjection qu'ont été faites la plupart des études qui ont montré un bénéfice de certains traitements médicamenteux dans cette insuffisance cardiaque. En général, on définit l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Alors là, on n'est pas toujours d'accord. Parfois, c'est au-dessus de 40, parfois au-dessus de 45. Mais c'est vrai que ces derniers temps, on avait tendance à relever un petit peu le seuil pour bien différencier cette entité. Et c'est vrai que dans les nouveautés qui ont été proposées au mois de mai dernier, dans cette nouvelle mouture des recommandations, c'est faire apparaître finalement peut-être une nouvelle entité, qui n'est pas vraiment une nouvelle entité, puisqu'on voit bien qu'il y a des patients qui vont passer de l'une à l'autre, mais qui est cette insuffisance cardiaque à fraction d'éjection modérément réduite, c'est-à-dire avec une fraction d'éjection entre 40 et 50%, pour lequel finalement, là aussi, on ne sait pas trop où il faut les classer dans les insuffisances cardiaques à fraction d'éjection préservée ou plutôt dans les insuffisances cardiaques à fraction d'éjection réduite, et on pourra peut-être en discuter dans la discussion. Rapidement sur le diagnostic, pas de gros changements. Là, on est dans l'insuffisance cardiaque chronique. Et c'est vrai que l'idée, c'est lorsqu'on a un patient qui vient vous voir en consultation avec une symptomatologie qui peut évoquer de l'insuffisance cardiaque, en particulier, c'est en général une dyspnée ou des œdèmes. Bien sûr, le terrain est important. L'électrocardiogramme, c'est important, mais la petite nouveauté qu'apportent ces recommandations, c'est de dire qu'il vaut peut-être mieux passer d'emblée par le peptide natriurétique avant de faire l'échocardiographie. Et donc, vous voyez que finalement, des taux vraiment bas de peptide natriurétique peuvent éliminer le diagnostic d'insuffisance cardiaque. Et dans ce cas-là, il n'est peut-être pas utile de passer par l'étape échocardiographie. Alors, ce qu'on peut beaucoup discuter, c'est les seuils de peptides qui ont été pris, qui sont des seuils relativement bas, et évidemment qui posent un problème, puisque si on s'adresse à des patients relativement âgés, on va voir que la plupart des patients seront au-dessus de ces seuils, et donc évidemment, on sera amené à faire chez la plupart de ces patients une échocardiographie. Un petit mot sur les critères d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée qui ont été finalement revus, et à côté bien sûr du fait qu'ils doivent avoir une fraction d'éjection donc au-dessus de 45 ou 50% avec un BNP relativement élevé, eh bien on insiste, comme l'avaient fait les recommandations précédentes, mais peut-être de manière un peu plus stricte, sur la nécessité de mettre en évidence soit une anomalie structurale, soit une anomalie fonctionnelle. L'anomalie structurale, c'est une dilatation de l'oreillette gauche. On a beaucoup parlé de l'oreillette gauche au cours de cette session, et c'est vrai que je pense que moi qui fais de l'échographie une grande partie du temps, je pense que c'est un marqueur extrêmement intéressant et important, ou une hypertrophie ventriculaire gauche définie par une augmentation de la masse ventriculaire. Ça, c'est pour les anomalies structurales. Et pour les anomalies fonctionnelles, c'est soit une augmentation du rapport E sur E', soit une baisse de la vitesse en Doppler tissulaire de cette onde E'. Je vais aller assez vite sur l'imagerie, pas grand-chose. Vous voyez que l'imagerie, c'est des niveaux de recommandation 1, mais des niveaux d'évidence assez bas. Hein, c'est un niveau de consensus. Alors bien sûr, l'échocardiographie reste évidemment au premier plan, hein, étant donné l'ensemble des informations que ça apporte, avec finalement un examen qui est non invasif et qui n'est pas extrêmement coûteux. Mais vous voyez qu'il y a également une place à l'IRM, quand le patient n'est réellement pas échogène, et également lorsqu'on pense qu'il peut s'agir d'une étiologie un peu particulière, maladie de surcharge, myocardite ou sarcoïdose.
La réévaluation de l'imagerie, quand réévaluer les patients, bien entendu quand le statut fonctionnel change, en particulier lorsqu'il s'aggrave, et vous le savez, après optimisation du traitement médical, parce que c'est évidemment important lorsqu'un patient démarre dans la maladie de se donner un petit peu de temps pour optimiser le traitement médical, parce qu'un bon nombre de patients vont augmenter leur fraction d'éjection et ne seront plus redevables d'un traitement par défibrillateur ou par resynchronisation. Et donc c'est vrai que c'est important de répéter les examens à 3 ou 4 mois ou peut-être un tout petit peu plus après la mise en route du traitement et bien sûr au cours des chimiothérapies. Un tout petit mot sur le strain. Le strain, c'est vraiment un intérêt pour le diagnostic préclinique, c'est-à-dire lorsqu'on n'a pas d'anomalie patente sur la fraction d'éjection, mais qu'on peut mettre en évidence des anomalies modérées. Alors ça peut être dans le cadre d'un dépistage de cardiomyopathie familiale, ça peut être éventuellement dans le cadre d'une surveillance de chimiothérapie. C'est probablement moins intéressant lorsqu'on a une insuffisance cardiaque avérée avec une fraction d'éjection qui est déjà très diminuée. Et vous avez vu que dans le cas précédent, la fraction d'éjection s'était bien diminuée autour de 28%. Et évidemment, le strain était aussi effondré. L'IRM, ça peut avoir un intérêt pour éliminer l'étiologie ischémique. En effet, lorsque vous avez un rehaussement sous-endocardique franc, c'est plutôt en faveur d'une étiologie ischémique devant une cardiomyopathie d'apparence dilatée hypokinétique. Et enfin, le bilan, bien sûr, ischémique, qui est important pour l'étiologie, en privilégiant évidemment plutôt la coronarographie lorsque le risque de maladie coronaire est important, comme chez ce patient par exemple, où on avait vraiment des lésions, déjà un patient qui était très polyartériel. Mais vous savez que si vous avez un patient dont la probabilité de maladie coronaire est un peu moins importante, peut-être qu'actuellement le coroscanner peut faire assez bien pour éliminer une étiologie coronaire. Je n'insiste pas beaucoup sur les tests biologiques. Il faut faire, bien sûr, dans les tests biologiques à faire initialement, penser au bilan martial quand même, dont on va voir qu'il peut déboucher sur un traitement. Pensez évidemment à la TSH également, et on aurait peut-être pu rajouter certains marqueurs biologiques à titre pronostic. Alors, autre petite nouveauté, si j'ose dire, dans ces recommandations, c'est de prendre en compte, bien sûr, le traitement préventif plus que ça n'avait été fait jusqu'à présent. Parce que finalement, on est dans une maladie dégénérative et évidemment, le meilleur traitement, c'est encore d'éviter que le patient passe en insuffisance cardiaque. Et là, on a quand même un certain nombre de niveaux de preuve, que ce soit le traitement de l'hypertension artérielle. On l'a vu dans ce cas, c'était un patient fortement hypertendu. Il est sûr que l'hypertension a dû contribuer, en plus de la maladie ischémique, à finalement aboutir à une dysfonction systolique. On sait aussi aujourd'hui que chez ces patients à risque, les statines, et on a une analyse, une méta-analyse qui le montre, peuvent ralentir l'évolution vers l'insuffisance cardiaque. Et puis, on sait aussi, on a des données qui montrent que chez des patients ayant une maladie vasculaire, en particulier coronaire, eh bien, les IEC permettent de ralentir l'évolution vers l'insuffisance cardiaque. Et vous avez eu récemment cette étude en PAREG dont vous avez sans doute entendu parler chez le diabétique, qui est une étude quand même qui est importante, puisque pour la première fois, un médicament antidiabétique entraîne une amélioration du pronostic des patients diabétiques en termes cardiovasculaires. Et en particulier, cette amélioration vient d'une diminution de la fréquence de l'apparition de l'insuffisance cardiaque. Donc c'est quelque chose à prendre en compte et dont on va sans doute entendre à nouveau parler rapidement. Prévenir l'apparition de l'insuffisance cardiaque lorsqu'on a déjà une dysfonction cardiaque, mais ça c'est l'insuffisance, on va dire la dysfonction systolique asymptomatique. Et là, vous savez, c'est les études SAVE. On a énormément de données pour montrer que les IEC sont intéressants, bien sûr en post-infarctus, mais même lorsqu'on est en phase d'une cardiomyopathie dilatée. Et de la même façon, lorsqu'on est en post-infarctus et qu'on a une dysfonction systolique, le traitement bêta-bloquant, et là ce sont des études déjà anciennes, montrent qu'il permet de prévenir l'évolution vers l'insuffisance cardiaque. On peut regretter que rien ne soit dit parce qu'on n'a pas de niveau de preuve, mais on aurait pu mettre peut-être un 1 avec un petit c pour la dysfonction systolique non ischémique. Par exemple, cela figure dans les recommandations américaines, mais c'est vrai que les Européens ne se mouillent pas pour dire que chez un patient qui présente par exemple une cardiomyopathie dilatée hypokinétique, mais qui est encore asymptomatique, avec une fraction d'éjection basse, on peut peut-être le mettre sous bêta-bloquant, mais vous voyez qu'on n'a aucune recommandation
ici. Alors, on en vient au traitement pharmacologique, et le traitement pharmacologique de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection diminuée, hein, j'insiste, là on est dans la fraction d'éjection diminuée, eh bien, en dehors des diurétiques qui sont souvent nécessaires pour évidemment lutter contre les signes congestifs, il repose sur ce trépied IEC, bêta-bloquant et anti-aldostérone. Je crois qu'actuellement, c'est les médicaments qui sont incontournables, vous voyez, avec un niveau de recommandation extrêmement élevé et un niveau de preuve qui est extrêmement fort, ce qui veut dire qu'on a plusieurs études qui vont dans le même sens, et là, ce n'est pas nouveau. Alors par contre, ce qui est un petit peu nouveau, c'est l'algorithme du traitement qui a été un petit peu changé par rapport aux algorithmes anciens et qui tient compte évidemment des nouveaux arrivants, des nouveaux médicaments de l'insuffisance cardiaque. Et cet algorithme, finalement, nous permet de raisonner un petit peu en étapes, c'est-à-dire que lorsqu'on est devant un patient ayant une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, si on met de côté, bien sûr, les diurétiques, on en a parlé, on va le traiter d'abord par IEC et bêta-bloquant. Et s'il reste symptomatique avec une fraction d'éjection basse, inférieure à 35%, on va alors lui proposer de recevoir des antagonistes de l'aldostérone, hein, de la spironolactone par exemple. Donc c'est la deuxième étape. Et enfin, troisième étape, le patient reste symptomatique, c'est-à-dire qu'il est au moins en stade 2 de la NYHA. Il a une fraction d'éjection qui reste basse, et on a mis ici le seuil assez bas puisque c'est inférieur à 35%. Et on peut se demander si on a mieux à lui proposer. Et dans ce mieux, vous voyez qu'en troisième étape, on a 3 choix possibles. Alors, un premier choix, vous voyez, qui est en vert, ça veut dire un niveau de preuve assez élevé, un niveau de recommandation assez fort. C'est ce fameux Entresto, hein, qui est une association de valsartan et de sacubitril, hein, qui est finalement une nouvelle classe thérapeutique. Et donc, vous savez qu'il a été montré dans l'étude Paradigme que cette classe médicamenteuse faisait mieux que l'IEC de référence, l'enalapril, puisque c'était comparé versus enalapril. Et c'est vrai que chez des patients qui sont déjà traités, qui restent symptomatiques, on peut se poser la question de remplacer les IEC par cette fameuse molécule, l'Entresto, dont j'ai cru comprendre qu'elle serait prochainement disponible ici au Maroc. On a la chance, nous, de l'avoir déjà en France, mais déjà pas de manière très diffuse, puisque actuellement, la seule façon de se la procurer, c'est dans les pharmacies hospitalières. Vous voyez qu'on n'est pas très en avance, mais on pense qu'on pourra peut-être l'avoir de manière plus diffuse dans le courant de l'année 2017. Alors le deuxième point, c'est la fréquence cardiaque. Et je crois qu'il faut toujours bien regarder la fréquence cardiaque. On a vu que dans le cas qui nous était proposé, il y a eu de la fibrillation atriale assez vite et le patient était plutôt lent. Alors évidemment, si on est en fibrillation atriale, ça ne marche pas. Mais vous voyez que si le patient reste en rythme sinusal et que sa fréquence cardiaque, malgré un traitement bêta-bloquant qu'on considère comme optimisé, reste supérieur à 70 par minute, eh bien on peut essayer d'introduire un peu d'ivabradine pour essayer de ralentir davantage sa fréquence cardiaque. Et on sait que le ralentissement de la fréquence cardiaque s'accompagne d'un bénéfice complémentaire. Et enfin, pour jouer sur l'insuffisance cardiaque, il reste bien entendu la resynchronisation. Et cette resynchronisation, elle va évidemment se discuter essentiellement lorsque le QRS est large. On le verra, hein, au moins de plus de 130 millisecondes. Et lorsqu'il ne s'agit pas d'un bloc de branche gauche, on dit même qu'il faut que la durée de ce QRS soit au moins de 150 millisecondes. Et c'est pour ça qu'on a à la fois du vert et du jaune, parce qu'en fonction du niveau d'élargissement des QRS, en fonction de l'aspect du QRS, le niveau de preuve est tout de même un petit peu différent. Voilà, donc on va passer, donc l'association sacubitril-valsartan. Je rappelle que c'est en remplacement des IEC. En général, il faut un wash-out d'au moins 36 heures entre l'arrêt des IEC et l'introduction de ce médicament. Wash-out qui n'est pas nécessaire lorsque le patient est sous Artan, et l'ivabradine qu'on a déjà vu. On va passer sur les insuffisances cardiaques vraiment terminales, parce qu'on n'a pas le temps de tout discuter. Je vais peut-être également passer sur la fibrillation atriale. J'avais 3 plaques sur la fibrillation atriale, mais ça a été déjà largement discuté. Mais vous voyez que c'est souvent
un combat assez fréquent, hein, qu'on soit amené à traiter des patients qui sont à la fois insuffisants cardiaques et qui sont à la fois en fibrillation atriale. C'est évidemment les deux maladies chroniques auxquelles on va être de plus en plus confronté dans les années qui vont suivre. Concernant les autres traitements, un petit focus, on en a parlé, sur l'intérêt du bilan martial. Et vous voyez que là, en plus du bilan martial, on a dit que chez des patients dont la ferritine est basse, inférieure à 100 microgrammes par litre, ou qui ont une ferritine entre 100 et 300, mais qui ont une capacité de saturation de la transférine inférieure à 20%, on a intérêt à proposer un traitement par fer et peut-être un traitement par fer intraveineux qui permet finalement de restaurer plus rapidement que le traitement oral les réserves martiales du patient. Et vous voyez que c'est un niveau de recommandation 2A avec un niveau de preuve A, parce qu'actuellement, on a quand même beaucoup d'études qui vont dans le même sens, mais qui n'ont pas montré d'impact sur la mortalité, sûrement un petit impact sur la morbidité, moins d'hospitalisation et surtout un bénéfice fonctionnel chez ces patients, puisque ces études étaient réellement des études en double aveugle et contrôlées, et je pense que les résultats sont assez solides. Pour le diabète, on va passer. Et on va finir par les indications de DAI, puisque une des questions posées par ce dossier, c'était faut-il ou non, chez ce patient âgé de 85 ans, lui proposer un défibrillateur. Alors qu'est-ce que dire sur les indications? Il n'y a pas eu de grosses modifications. Je réinsiste sur le fait qu'il ne faut pas se précipiter lorsqu'on a un patient qui arrive pour la première fois avec de l'insuffisance cardiaque. Il faut donner du temps au temps, comme on dit, c'est-à-dire au moins 3 mois de traitement médical optimal pour voir comment évolue la fraction d'éjection. Et si évidemment cette fraction d'éjection reste inférieure à 35%, on est en droit de lui proposer en prévention primaire, évidemment on ne parle pas de prévention secondaire, la mise en place d'un défibrillateur. Mais il y a cette phrase qui est tout de même intéressante, c'est à condition bien sûr que le patient puisse vivre et finalement une espérance de vie au moins d'1 an dans un bon statut fonctionnel, c'est-à-dire qu'il soit encore quand même en assez bonne forme et qu'il ait une qualité de vie suffisante pour pouvoir éventuellement bénéficier d'un traitement préventif de la mort subite. Dans les cardiomyopathies, alors vous savez que dans la cardiopathie ischémique, c'est un niveau très élevé de recommandation, hein, 1 avec un niveau de preuve A. Dans la cardiomyopathie dilatée, vous voyez que le niveau de preuve est un peu inférieur, on est à B, et vous savez qu'il y a une étude récente qui a été publiée lors du dernier congrès de l'ESC qui, effectivement, là aussi apporte des résultats un peu plus nuancés sur les patients qui ont une cardiomyopathie non ischémique, sur l'intérêt du défibrillateur. Peut-être que c'est probablement les plus jeunes en bénéficient, les patients plus âgés, c'est moins évident. Sur les autres indications, juste peut-être quelque chose qui fait son apparition, c'est la LiveVest, cette fameuse LiveVest qu'on peut proposer de manière transitoire, temporaire à certains patients dans certaines circonstances. En particulier en France, il y a un remboursement lorsqu'on est juste à la fin d'un infarctus qui a été revascularisé avec une dysfonction VG importante. On peut se permettre, pour voir un petit peu comment évolue le patient, de lui proposer ça pour le protéger et pas lui implanter un défibrillateur trop rapidement. C'est également intéressant, par exemple, chez un patient qui est par exemple sur liste d'attente de greffe et dont on sait que l'état clinique va faire qu'il va être greffé assez vite. Donc probablement, c'est peut-être pas la peine de lui imposer un défibrillateur et on peut peut-être utiliser cette fameuse LiveVest. Sur les indications de CRT, comme on l'a dit, là, il n'y a pas de grosses nouveautés. Encore une fois, si vous avez un bloc de branche gauche, que le QRS est très large, c'est évidemment les patients qui vont répondre le mieux à la resynchronisation. Et ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Vous voyez, au-dessus de 150 millisecondes. Si ce n'est pas un bloc de branche gauche, le niveau, vous voyez, est un peu plus faible, mais à condition que le QRS soit très large. Et vous voyez que si on est en face d'un bloc de branche gauche,
au-dessus de 130 millisecondes, on peut proposer quand même, c'est encore une recommandation de niveau A, mais avec un niveau de preuve qui est un petit peu inférieur. Donc en gros, bloc de branche gauche, QRS large, là réellement le bénéfice est très probable, et ensuite, moins le QRS est large, moins le bloc est gauche, moins le bénéfice est important. Et vous voyez qu'en particulier, si ce n'est pas un bloc de branche gauche et qu'on est au-dessus de 130 et en dessous de 150, bon, c'est un peu plus discuté. Voilà, donc je vais passer sur cette diapositive. Alors, juste un petit mot, encore deux plaques qui sont importantes, mais là encore, c'est quelque chose d'important. L'exercice physique, vous voyez, niveau 1, avec un niveau d'évidence qui est A, et cette fameuse approche multidisciplinaire de prise en charge qui malheureusement n'est pas souvent réalisée. Il y a finalement peu de patients encore qui en bénéficient, mais on sait que c'est tout à fait crucial dans la prise en charge des patients, bien sûr pour améliorer l'observance des patients, pour faire en sorte qu'ils connaissent les signes d'alerte de décompensation et qu'ils puissent finalement tirer la sonnette d'alarme avant d'être réhospitalisés et avant de repartir aux urgences. Et vous voyez que là aussi, et ça je crois que c'est un peu nouveau, il y a tout un paragraphe que je vous ai surligné mais que vous ne devez pas bien voir sur l'organisation de la sortie d'hôpital, et il est clairement dit que lorsqu'on sort de l'hôpital, eh bien, il faut anticiper un petit peu cette sortie, l'organiser, essayer de donner un minimum d'informations aux patients pour qu'ils comprennent en fait un petit peu l'alpha et l'oméga de leur maladie. Et c'est sûr que lorsqu'on peut les revoir assez rapidement après la sortie de l'hôpital, c'est sûrement un gage d'amélioration du pronostic à long terme. Et actuellement, en France, la Caisse d'assurance maladie, qui se soucie quand même un petit peu des comptes et du coût de cette maladie, s'est aperçue que de très nombreux sont réhospitalisés quelques semaines après la sortie et sont en train de mettre en place un programme d'aide au retour à domicile dans laquelle c'est finalement eux qui financent directement. Le patient va bénéficier de visites d'une infirmière à domicile avec également le suivi de son généraliste et de son cardiologue de manière un peu plus fréquente. Voilà un petit peu les grands messages que j'ai essayé de détailler avec vous de cette nouvelle recommandation. Vous savez, ces recommandations qui ont lieu tous les 4 ans et qu'on attend un petit peu. C'est vrai qu'il y avait de la nouveauté cette année, et je dirais nouvel algorithme, la place de l'Entresto qui a été définie, le traitement de la carence martiale. Bon, j'avais mis l'ENACO dans la fibrillation, mais ça a été largement discuté déjà. Et je vais m'arrêter là pour laisser un peu de place à la discussion. Merci de votre attention. Merci, professeur Isnard, pour cette présentation qui nous explique toutes les recommandations de façon très simple. Et il y a certaines en fait, précisions qui ont été demandées dans la salle pour Madame Abir. Je lui passe la parole. D'accord. Alors, pour les questions posées par la salle, il s'agit du débit de filtration glomérulaire. Donc, l'exploration qui date de quelques jours nous a donné, on avait une créatinine à 12,8 avec un débit de filtration qui est à 47, ce qui correspond à une insuffisance rénale modérée. En ce qui concerne la statine et le niveau du LDL, alors on me demande le niveau de LDL initial. Là, je ne saurais pas vous le dire, c'est 1914. Mais actuellement, sous la dose qu'il a de statine, nous avons un LDL entre 0,6 et 0,7. C'est réellement un malade particulièrement discipliné, comme on aimerait bien en avoir. Donc, il suit bien son traitement, ça ne pose aucun problème. Alors, plutôt une autre remarque, plutôt garder le clopidogrel plutôt que l'aspirine, parce qu'il est moins gastrotoxique. Bon, ça peut se discuter, et confirmer l'hypertension artérielle par une mesure ambulatoire, je pense, MAPES, je crois que c'est une... Donc, je suppose qu'on voulait dire par MAPA, serait intéressante. Bon, je n'ai pas voulu alourdir la présentation, et il est évident qu'il a eu beaucoup plus d'examens que ça et d'exploration que ça. Et la MAPA allait dans le même sens, c'est-à-dire qu'on gardait une hypertension artérielle qui était légère,
sous traitement, il gardait quand même une hypertension artérielle légère. Voilà pour les interrogations. Donc, il y a une question qui a été posée sûrement pour M. Isnard. C'est pour le chevauchement IEC Entresto. Est-ce qu'on garde des anti-aldostérone? Est-ce qu'on garde des anti-aldostérone? Oui, les anti-aldostérone, il n'y a pas de souci, on peut garder les anti-aldostérone. Par contre, on préconise l'arrêt, et c'est une préconisation très forte, l'arrêt des IEC avec une fenêtre d'environ, enfin d'au moins 36 heures. La raison est la suivante, c'est que si on devait associer finalement l'Entresto aux IEC, on aurait un risque d'angiodème qui serait relativement important et qui avait déjà été montré avec un autre composé qui ressemblait fort à cet Entresto, mais qui, au lieu d'associer le valsartan, associait un IEC, et il y avait comme complication assez fréquente des angiodèmes. C'est la raison pour laquelle il faut arrêter l'IEC 36 heures avant. Si c'est un Zartan, par contre, on peut switcher le Zartan pour l'Entresto. Et concernant la spironolactone, il n'y a aucun problème, on peut la garder, avec bien sûr toujours les précautions usuelles hein, chez des malades comme ça. En fonction de leur sévérité, il faut bien sûr surveiller assez régulièrement la kaliémie et la fonction rénale. Merci, M. Isnard. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Une question là-bas? Oui. Lumière, s'il vous plaît. J'ai une question pour professeur Isnard. Alors, surtout pour une certaine catégorie de patients qui sont assez difficiles, pour les insuffisants rénaux dialysés et anuriques, chez qui ils ont une fonction systolique qui est conservée, avec une dysfonction diastolique et qui sont très symptomatiques et dyspnéiques, et qu'on demande aux néphros de prolonger leur temps de dialyse, de les assécher correctement, mais qu'ils restent asymptomatiques. Que faire? Qu'ils restent symptomatiques. C'est des malades très, très difficiles, effectivement. Et on est effectivement, moi aussi, je suis confronté à ce genre de malades. Je trouve que le meilleur traitement, bien entendu, c'est d'essayer d'abaisser un peu le poids sec. Et c'est souvent ce qui va marcher le mieux. Hein, parce qu'évidemment, sur la volémie, vous ne pourrez rien faire puisqu'il est anurique. Et les traitements vasodilatateurs que vous pouvez donner, etc., seront souvent un peu décevants. Vous allez avoir du mal à faire une escalade thérapeutique, sauf s'il y a une franche hypertension artérielle systolique. Mais donc vraiment, je crois que c'est essayer d'abaisser le poids sec de ces patients ou augmenter un petit peu la fréquence des dialyses. C'est vraiment des patients très très difficiles à gérer. D'autres questions? Merci. Ma question pour Mme Abir, quand on donne 5 classes thérapeutiques d'antihypertenseurs, les alpha-bloquants, on ne peut pas les ajouter aux bêta-bloquants, c'est les antihypertenseurs centraux qu'on préconise. C'est ça, Mme Abir? Dans les recommandations, les alpha-bloquants, en cas d'insuffisance cardiaque, parce qu'en dehors de l'insuffisance cardiaque, ça ne pose pas de problème, dans l'insuffisance cardiaque, les études qui ont été faites montrent qu'ils aggravent quand même, il y a un risque d'aggravation de l'insuffisance cardiaque. Les antihypertenseurs centraux sont très grande conviction parce qu'il y a des cas où des hypertensions artérielles particulièrement sévères, réfractaires, etc., où on n'a pas d'autre solution. Et chez ce patient, on a quasiment épuisé toutes les ressources thérapeutiques, tout ce qu'on pouvait donner. Donc il ne reste plus beaucoup de choix. Moi, entre les deux, j'ai choisi les antihypertenseurs centrales. Comme a dit le professeur Isnard, le LCZ serait le bienvenu, aussi bien pour son insuffisance cardiaque que même pour son hypertension artérielle. En attendant, on a fait avec ce qu'on a. S'il vous plaît. Oui, pour vous, Madame Abir. Surtout que votre patient il a des chiffres tensionnels qui restent élevés sous 5 classes thérapeutiques. Et vu que les polyartérielles, est-ce que vous avez pensé à explorer les artères rénales, à la recherche d'une sténose des artères rénales? Alors, c'est une très bonne question. Vous savez qu'il y a quelque temps, on avait le réflexe de dilater rapidement, de faire des angioplasties des artères rénales. On a avec le service de cardiologie A de l'hôpital Avicenne, on a une très grande série d'angioplasties des artères rénales.
que actuellement les indications deviennent exceptionnelles. On a exploré les artères rénales exclusivement par écho-Doppler. La taille des reins reste correcte. Il n'y a pas vraiment, on fait l'angioplastie. Maintenant, l'indication qui persiste, il y en a très peu. C'est vraiment lorsque il reste un débit extrêmement faible, pratiquement. C'est une sténose au-delà de 95% avec un débit très faible, ce qui n'est pas le cas chez notre patient. Donc, il n'y a pas d'indication à faire une angioplastie rénale. Et qu'actuellement, il y en a de moins en moins et très peu. Les patients pour qui on avait fait des angioplasties rénales dans le temps, si c'était maintenant, on ne l'aurait pas fait. Une dernière question pour Madame. Voilà, c'était une de mes questions, mais je voudrais juste deux petits commentaires. Est-ce que je sais qu'il a besoin d'antiagrégats comme l'aspirine, mais vu qu'il a saigné au plan gastrique, ça reste quand même. Je sais que c'est indiqué, mais c'est difficile pour chacun d'entre nous. Et la deuxième question, au moment où il avait 250 mm de systolique, de pression artérielle, est-ce qu'on a testé la tension artérielle orthostatique? C'est juste voir si... Parce qu'il y a des cas de collapsus, c'est juste une curiosité, savoir sa tension artérielle orthostatique à un moment donné de son évolution. Alors, concernant la première question, qui est le problème des antiagrégants, des anticoagulants, donc on se pose tous des questions. Ce patient, comme je l'ai dit, quoi qu'on fasse, il aura un risque très élevé, soit thromboembolique, soit hémorragique. Donc, entre les deux, nous, on a opté pour éviter le risque hémorragique. D'accord ? La deuxième question concernant l'hypotension orthostatique. Si vous faites allusion à l'exploration du système autonome neurovégétatif, on ne l'a pas faite. En revanche, ce qu'on a fait et ce qui doit être fait et ce qu'on fait toujours, c'est mesurer la tension en position allongée et en position debout, particulièrement chez les sujets âgés, sous-diurétiques, etc. Notre patient ne posait pas de problème. Il n'avait pas d'hypotension orthostatique à la mesure clinique. Merci beaucoup. On conclut la session ESC et on remercie le professeur Isnard d'avoir fait ce déplacement rapide pour animer avec nous cette séance. On remercie Madame Abir et je vous remercie. Au revoir.